ça empire. Parce que tout à l'heure, je vous ai aperçu et vous avez des choses à dire, vous êtes en colère. Mais ça va au-delà de la colère. Ça va au-delà de ça. En colère contre les politiques ou contre les Français? Non. Là, il y a des passants qui disent des choses. Les gens, ce qui nous... est-ce que c'est pas de la colère, c'est plutôt de la désillusion aussi quelque part. C'est plutôt sentir qu'on lutte avec l'énergie du désespoir. Pourquoi? Parce qu'on se demande si nos compatriotes ont vraiment conscience de ce qui est en train de se produire. Et là, vous pensez à l'Europe, sortie de l'Europe, pour vous c'est une obligation? Vous êtes là pour le Brexit c'est clair, ou on sort de l'Europe ou on est mort. Ouais. Il suffit de regarder ce qui se passe pour nos compatriotes qui ont leur exploitation agricole pour voir ce qui vient de leur arriver. Oui. Et puis de la faillite des banques annoncées et de ceux qui naviguent entre la Commission européenne et le Conseil de l'Europe, qui sont certes deux entités différentes mais qui s'entendent très bien et qui ont pour but de mettre la main sur toute l'épargne. Ah oui. Sur toute l'épargne, quelle que soit la forme d'épargne choisie. Ouais. En scandant qui veulent l'entendre qu'il y a 33 milliards de milliards d'euros qui dorment parce que ce sont des fonds qui sont épargnés individuellement et qu'il faut quoi qu'il arrive faire le nécessaire pour mettre la main dessus. Et où ça nous interroge, c'est que c'est l'épargne des gens qui ont fait ce qu'ils pouvaient pour économiser est mise en danger et que le montant des fonds escomptés correspond étrangement à la dette que les Américains accusent. Donc il y a forcément un lien de cause à effet. Donc s'il faut Européens que nous sommes, s'il faut aller chercher dans nos fonds personnels, c'est-à-dire sur nos livrets A, sur nos livrets d'épargne logement, sur notre livret d'épargne retraite, et pourquoi pas, au bout du bout, sur notre épargne salariale, pour renflouer les caisses des Américains. Excusez-moi monsieur, moi je travaille pour mon pays, je suis patriote, je suis une compatriote, et je travaille pour assurer le salaire de ces messieurs qui sont là, qui assurent notre sécurité et qui sont gardiens de notre paix. Je travaille pour que la santé dans mon pays retrouve le statut qu'elle mérite. Je travaille pour que l'éducation nationale redevienne une éducation pour nos enfants qui normalement devraient assurer notre avenir. C'est pour ça que je m'investis, c'est pour ça que je travaille. Et si j'essaie d'épargner d'un côté, c'est pour être sûr qu'un jour, au moment où il s'agira de partir à la retraite, je ne sois pas obligée de choisir entre payer mon loyer et manger. Et là, à l'heure qu'il est, c'est ce qu'on est en train de me suggérer. C'est tout simplement inacceptable. Il est hors de question que l'on arrive au nom d'intérêts prétendument supérieurs, qu'on nous détourne plus de 40 ans de cotisation aux uns et aux autres. Parce que ça aussi, c'est ce qui risque de se produire. Il suffit de voir quels sont les intérêts de McKinsey et comment ils sont orientés aussi et comment ils ont dit BlackRock c'est quelque chose d'intéressant. C'est un groupe d'investisseurs américains qui aurait peut-être des choses, qui auraient peut-être des intérêts dans ce qui se passe, dans ce qui est bon à prendre chez vous, et qu'on leur ouvre grand les portes. À l'heure qu'il est, nos données de protection sociale ne nous appartiennent plus. C'était confidentiel. Un pont informatique a été établi entre la sécurité sociale et Microsoft. Et c'est à Macron que l'on doit ce chef-d'œuvre. Ça veut dire qu'à l'heure qu'il est, mes données de sécurité sociale, les vôtres, celles de mon voisin, celles de nos policiers, celles de nos infirmiers, celles de nos instituteurs, toutes nos données sociales sont passées dans des mains étrangères. Et ils peuvent avoir absolument toute volonté d'agir dessus. Oui. Non. Moi je dis non. Oui, Mesdames, je vous écoute, oui. Je dis non. C'est hors de ça. Je dis non. Et quand on vous dit pour l'effort de guerre, Mais l'effort de guerre, est-ce qu'on nous a donné le choix, mon pauvre monsieur? Ça nous coûte 10 millions par jour. Ça nous coûte déjà 10 millions par jour. L'Europe continue d'envoyer, et la France aussi, l'Est. Mais là encore, est-ce qu'on nous a demandé notre avis? Alors non seulement Macron chante à qui veut l'entendre qu'un accord a été signé entre l'Ukraine, pays corrompu jusqu'aux oreilles, et la France, accord de sécurité, valable pour une décade,
et avec une hauteur de fonds qui vont jusqu'à 3 milliards. Elle est formidable. Alors voilà ce qu'on entend d'un côté. Et 3 semaines plus tard, ah ben on est désolé, vous comprenez, dans le cadre de l'aide qui doit être apportée à l'Ukraine, eh ben il y a 16 milliards qui ont disparu. Mais ça aussi, il y a des milliards qui ont disparu, on ne sait pas où ils sont partis. Mais de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Alors qu'il est, j'essaie moi, à mon petit niveau, de rester solidaire de mes compatriotes. Parce que les Français, alors qu'il est, c'est 10 millions de pauvres. C'est 6 800 000 demandeurs d'emploi, toutes catégories confondues, qu'ils soient inscrits comme demandeurs d'emploi ou pas, qu'ils perçoivent des indemnités ou pas. 6 800 000 désœuvrés, ça ne se cache pas sous un tapis, ça ne se cache pas dans un placard, on n'y arrive plus. Et la réalité économique et sociale, c'est celle-là. Et ça continue à empirer. Il y a des entreprises qui ferment tous les jours, et ce, quelle que soit leur taille. Quelle que soit leur taille. Et s'il y a des entreprises qui sont des fleurons dans leur domaine, des fleurons de l'industrie ou de l'artisanat français qui ferment, c'est parce qu'elles subissent de plein fouet les directives de l'Union européenne. Quand vous arrivez et qu'on vous dit « Madame, monsieur, la facture d'électricité que vous allez avoir à payer pour ce mois-ci est de 7 000 € et que ça sera tous les mois 7 000 €. Parce que vous avez un domaine d'activité qui est consommateur. Vous avez besoin d'électricité pour faire marcher votre manufacture. Comment voulez-vous que les gens fassent ça? Comment voulez-vous faire face? On est en train de nous faire perdre parce que pour que l'Allemagne continue à briller comme elle le prétend, il faut absolument que la France éteigne ses lumières. Et ce, dans tous les sens du terme. Résultat des opérations, alors que cette femme qui n'a jamais été élue par quiconque et qui essaie par tous les moyens de se faire réélire au siège qu'elle occupe, qu'est-ce qu'elle a décrété? Que la France devait perdre son indépendance énergétique. C'est pas d'hier, hein. Ça a été commencé, il faut aller bien plus loin. Ça a commencé avec Dominique Voynet, hein, cette histoire. Donc c'est quand même malheureusement une affaire au long cours. Mais aujourd'hui, nous y sommes. On en est arrivé à demander à EDF de vendre son énergie moins cher que ça lui coûte à en produire. Comment voulez-vous qu'on s'en sorte? On a monté l'endettement de EDF de toutes pièces. Et en plus, non content d'avoir imposé des prix qui sont absolument incalculables, on impose à notre producteurs et fournisseurs d'énergie une concurrence fictive. Engie n'a pas mérite à exister. Ils ne fournissent pas l'énergie qu'ils vendent. Total a trouvé le filon. Je n'ai rien contre Total, là n'est pas le problème. Mais Total aujourd'hui se propose à son tour de nous vendre de l'électricité. Mais que Total reste dans ses rangs. Total, pour être très vulgaire, c'est notre pétrolier national. Qu'il continue, puisqu'il fait très bien ce qu'on lui demande. Mais non, il y a du profit, il y a de l'argent à faire en vendant de l'électricité qu'on ne produit pas. Total, fournisseur d'énergie, s'est engouffré dans la brèche. Résultat des opérations, combien de Français aujourd'hui commencent à se grattent la tête ou s'arrachent les cheveux quand la note d'énergie se présente chez eux? Nous avions les prix les plus compétitifs d'Europe. Nous étions deuxième fournisseur d'énergie sur la planète. Et technologiquement, les meilleurs. J'ai travaillé dans le domaine, je sais donc de quoi je parle. On peut savoir non, discrétion pour mes collègues. Ok, pas de souci. Mais j'ai travaillé dans ce domaine. Et quand je vous dis que nous étions les plus fiables, nous étions technologiquement les plus avancés et les plus sûrs, c'est que je sais ce que je vous dis. Et vous, de votre côté, avec ce que vous avez connu, vous avez constaté tout ça à quelle époque? Au niveau, parce que quelque part, vous me parlez du côté politique, des directives qui sont données à les entreprises françaises. Oui.
Il y a quelque chose pour vous, est-ce que c'est programmé? S'il y a une volonté derrière, c'est pas par hasard que ça s'écroule? Mais c'est évident. Pour vous, c'est ça. C'est évident. Je veux dire, on met pas un programme aussi vaste que celui qui s'est mis en place et qu'on subit de plein fouet aujourd'hui, en quelques mois ou seulement en quelques années. Mais le but, c'est pas de forcément vous faire du mal. Je pense que vous avez compris. Il y a quelque chose. Oui, en fait, il n'y a pas de volonté non plus de faire du bien, mais c'est peut-être une volonté aussi de récupérer un peu plus d'argent, peut-être. Mais c'est pas seulement de récupérer un peu plus d'argent. Ouais. L'argent devrait être un outil. Ouais. Il n'est aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Il est aujourd'hui une source de pouvoir absolu et une motivation à tout craint. L'argent n'est plus un outil, l'argent est devenu une fin. Et peu importe le reste du monde. La France aujourd'hui est le pays qui rémunère le plus ses actionnaires. Il fait bon d'être actionnaire en France. Quoi qu'il arrive, vous allez engranger des profits comme jamais. Moi j'appelle ça de l'argent sommeil. Et vous pensez que tout est aussi lié avec l'Europe, avec cette volonté d'installer une Europe comme le veut le président, pour aussi accueillir de nouveaux pays et, la France n'est plus ce qu'elle était même. Mais parce qu'il y a la volonté de la détruire. Les services publics sont détruits. Il y a la volonté de la détruire et de l'intérieur. Mais ça date pas d'hier. Si aujourd'hui on a perdu la Poste, c'est parce que ça a été programmé comme ça. Prenons l'exemple de la Poste qui était un service public à part entière. Oui. Il n'y avait pas de délégation au service public à l'époque, c'était un service public à part entière. Les gens qui travaillent aujourd'hui à la Poste sont des contractuels, des CDD, des CDD. Tout le monde ne le sait pas, ça, c'est important. Des CDD, des CDI, peut-être, des missions, on peut dire des chargés de mission pour. Et pas forcément des fonctionnaires, pardon. Pas forcément des fonctionnaires. Mais c'est fini. Quand vous travaillez aujourd'hui à la Poste, les gens qui travaillent à la Poste aujourd'hui, qui seront embauchés, pourvu qu'il y ait d'embauche, ne sont plus issus des concours. Les concours pour entrer à la Poste n'existent plus. Il n'y a plus de concouristes. Et ça fait déjà 20 ans. 20 ans déjà. Mais et oui. quelque part, beaucoup de Français ne le savent pas. On pense qu'il y a des gens très sérieux, des fois on ne sait pas à qui on a affaire. C'est externalisé, quoi, quelque part. Une boîte externe qui travaille pour la Poste. La sous-traitance est telle que on aurait même du mal à savoir quels sont les nombres de contrats qui existent pour pouvoir faire de façon à ce que votre courrier arrive jusqu'à votre boîte aux lettres aujourd'hui. Alors que moi j'ai connu la Poste, qu'est-ce que c'était la Poste? Votre facteur était issu du concours et il avait pris un engagement et il prêtait serment. Il prêtait serment. Pourquoi? Parce que la Poste était garante du transport de valeur. Aujourd'hui, la Poste, qu'est-ce que c'est? La Poste, c'est un courrier qu'on vous envoie et pour lequel, dans certains cas, on vous demande d'accuser de réception. Ça veut dire qu'il y a une valeur juridique dans la démarche. C'est quoi? Ça n'existe quasiment plus. C'est plus un service public. C'est un service public dans un état de décomposition avancée. Voilà, parce qu'il n'en reste quasiment plus rien. Il n'en reste quasiment plus rien. Il n'y a pas que la Poste, hein. Vous auriez pu parler de l'hôpital public, enfin la destruction de l'hôpital public. Au moment où on approche de... Voilà, on est à l'hôpital universitaire. Voilà. Peut-être que c'est parce que je savais qu'on se rapprochait. Au moment où on approche de Necker, c'est formidable. Vous n'auriez pas pu trouver mieux comme transition. Je rejoins ce que vous me dites au début, c'est que vous avez travaillé pour quelque chose, comme beaucoup de Français, et puis les services publics ne sont pas là. Donc. Ils sont plus là. On se demande pourquoi on paye on continue de payer et de travailler. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On paye des impôts qu'est-ce qu'on fait? On paye des impôts pour que pour n'importe quelle raison, sous n'importe quel prétexte, on vienne vous arrêter. Mais je ne paye pas des impôts pour ça. Moi, je demande à ce qu'il y ait davantage de moyens pour que nos fonctionnaires de police puissent continuer à être les gardiens de notre paix. Ils sont les gardiens de la paix des citoyens. Demandez-leur s'ils ont le courage, même dans l'anonymat, parce qu'ils sont obligés de garder le silence. Mais allez interroger ceux qui auront le courage de vous parler, et ils vous diront ce qui se passe, comment ça se passe. Ils vous parleront des moyens qu'il leur faudrait et des moyens qu'ils ont à disposition. C'est une catastrophe. Le pays est gangréné.
Je veux bien, moi, je veux bien payer des impôts, même si je considère qu'à l'heure qu'il est, j'en paye beaucoup trop, puisque ça sert à rien. L'argent est littéralement dilapidé. Prenons l'exemple de l'impôt. On va prendre l'exemple d'un impôt, on va prendre l'exemple d'une cotisation et d'une taxe. Il y a une taxe qu'on appelle la taxe d'habitation. Oui. Elle était payée par tous ceux qui pouvaient le payer, qui pouvaient la payer. La taxe locale, impôts locaux, appelez ça comme vous voulez. C'était une taxe qui était acceptée par l'ensemble de la population. Pourquoi? Parce que quand vous payez vos impôts locaux, ça vous permet d'avoir de l'éclairage dans les rues, ça vous permet d'avoir des trottoirs qui soient entretenus, ça vous permet d'avoir des espaces verts qui soient entretenus, ça permet le passage, ça permet le passage des éboueurs. Donc la collecte des déchets, ça entretient les écoles, ça en permet la construction, ça permet la construction des crèches. Bref, ça fait vivre la ville. Tout le monde était d'accord pour ça. Payer la taxe locale ne posait de problème à personne, en tout cas pour ceux qui étaient assujettis. Macron a décrété du jour au lendemain que c'était injuste et qu'il fallait s'en passer. Mais aux grandes dames de l'association des maires de France, les maires ont dit mais avec quoi allons-nous vivre? Tout le monde cotise, tout le monde paye cette taxe et tout le monde paye cette taxe à hauteur de ses moyens. Mais c'est sa collecte qui permet de faire vivre nos villes. Le résultat des opérations, nos maires n'ont pas eu d'autre choix que de faire la bascule. C'est-à-dire que n'ayant plus suffisamment de recettes issues de la collecte de la taxe d'habitation, eh bien ils se sont reportés sur les propriétaires. Ils se sont reportés sur la taxe foncière. Résultat des opérations, quasiment du jour au lendemain, en l'espace d'une année sur l'autre, c'est simple. Il y a des localités pour lesquelles les propriétaires ont vu leur taxe d'habitation augmenter de 92%. Ils ont été obligés de partir aussi. Quand vous augmentez une taxe foncière de 92%, comment pouvez-vous la régler? Ah oui, même pour vendre aussi son logement à quelqu'un d'autre, ça me paraît compliqué. Ça devient compliqué. Ça n'est pas du vécu personnel, je ne suis pas propriétaire. Ouais. Mais je connais plein de gens dans mon entourage à qui c'est arrivé. Ah, vous comprenez? Mais non, on ne comprend pas. Du jour au lendemain, Macron a décidé que la solidarité nationale ne devait plus exister dans ce pays. Résultat des opérations, deuxième taxe pour laquelle tout le monde était d'accord. Parce que dans le principe, de toute façon, c'est pas une taxe, mais une cotisation. Qu'est-ce que c'est que cette cotisation? Ça permet ce qu'on appelle, ça permet de toucher un salaire différé. Ça n'est ni plus ni moins que l'allocation chômage. L'allocation chômage, quand Macron a mis la main dessus en disant c'est fini, les Français ne la paient plus, elle était à hauteur de moins de 30 € par mois. Sauf que moins de recettes issues de la collecte de cette cotisation, moins de recettes, moins d'argent. Les gens se sont retrouvés du jour au lendemain à avoir réduit de fait les indemnités auxquelles ils avaient droit. On cotise pour éviter que nos compatriotes qui sont sans travail puissent à minima payer leur loyer et avoir de quoi manger. Eh ben non, on ne peut plus faire. Résultat des opérations, le nombre de personnes qui vivent en dessous du seuil de la pauvreté a de toute manière augmenté et les indemnités qu'ils touchent aujourd'hui sont moindres. C'est aussi simple que ça. On est parti sur jour après jour, mois après mois, enfin, à une augmentation de la pauvreté en France. On est à 10 millions aujourd'hui. Ouais. Vous croyez sincèrement qu'il va ça s'arrête jamais. Mais vous croyez quoi? Vous croyez que le gouvernement va nous les planquer, ceux-là aussi, sous des tapis, dans les placards
dans des culs de Je me basse-fosse. pose une question, c'est les gens, les personnes, les familles, des fois, quitter leur logement, elles vont se loger où? On a peut-être l'impression que tout le monde va dormir dehors, mais est-ce que tout le monde va se retrouver dehors, quoi? Mais la question est plus que d'actualité. Les JO 2024 ont fait littéralement se réveiller, sont sortis de je ne sais d'où, de je ne sais où, ce que j'appellerais des bailleurs privés qui n'ont absolument aucun scrupule. Jusqu'à ce que les JO n'arrivent, les locataires qui étaient donc logés par des bailleurs privés se voyaient payer leur loyer sans problème. Du jour au lendemain, sans mot dire, ou presque, sans réelle explication, il y a des locataires qui se sont vus assignés à fin de bail. Pour le mois de mai, madame, monsieur, vous quittez le logement a déjà été loué à quelqu'un d'autre que vous. Il y a des personnes qui se font dégager à cause des Jeux Olympiques. Absolument. De leur logement. Pour la raison bien simple, la raison en est ça, c'est que à proximité immédiate de la capitale, ou dans la capitale, je veux dire la capitale intramuros, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les gens qui étaient en location se font éjecter pour être remplacés par des locataires de courte durée qui seront présents pendant la durée des Jeux Olympiques et où où le lieu de vie est loué l'équivalent de 750 € par semaine. Comment les maires peuvent accepter ça? Mais on leur demande pas leur avis. Ouais. Mais non. Quel recours vous allez avoir? Auprès de qui? Vous n'avez pas le temps. Vous n'avez de toute façon pas le temps. Entre le moment où vous allez déposer un recours et le moment où il y aura jugement, s'il y en a un, les Jeux Olympiques auront eu le temps de commencer, de se terminer. Vous aurez eu le droit de vous faire éjecter et sans savoir où vous allez vous reloger. Il y a des gens qui se sont fait expulser par la police? Non. On leur demande de partir. Le bailleur leur demande de partir puisque le bail prend fin. De fait, les gens sont obligés de quitter leur appartement. Ce sont des personnes qui payent leur loyer quand même. De toute manière, et qui étaient en bail. Et qui avaient signé un bail d'une durée valable de 3 ans, de 5 ans et renouvelable. Ça, c'est dans le privé. Oui. Vous voyez que si on est là depuis 4 ans, si on est là depuis 4 ans, c'est pour s'amuser. Vous voyez qu'on n'a pas autre chose à faire que de brailler comme on braille Macron destitution. Mais on est là pour quelque chose. Je sais, ouais. On est là pour quelque chose. Nous ne sommes pas des violents. On n'est pas là pour tout casser. Loin de là. On a des choses à dire dans le peu de liberté d'expression qu'il nous reste encore. Nos propos sont cohérents. Ils sont sourcés. Il y a des preuves. Oui, bien sûr. Voilà pourquoi je suis là. En tout cas, merci pour le temps d'écoute que vous voulez bien m'accorder parce que peu de gens le font. On peut savoir votre prénom? Anna. Anna, merci beaucoup. Je vous en prie. C'est important pour moi aussi, pour vous. Je suis sur YouTube, sur différentes plateformes. C'est Réservoir PPS, Réservoir Live. Et je couvre différentes manifestations. Les Patriotes, je suis venu assez souvent. Voilà. Et votre parole est importante pour qu'on... c'est le trip qui parle, on sait que quelque part c'est urgent, c'est important aussi. Alors, avant de vous quitter, il y a quand même 2 choses que les médias grand public essaient de cacher aux Français comme la peste. Oui. C'est la faillite générale des banques annoncée. Ça commence notamment françaises. Françaises et étrangères. Mais comme de toute façon, elles sont liées les unes aux autres, pour vous, c'est pas forcément une bonne chose que ça soit caché, parce qu'il y aura peut-être quelque part. Mais il y a des gens qui vont cogner à la porte, et il y a des compatriotes qui vont venir cogner à la porte de la Société Générale, et pour récupérer leur argent. Et la banque sera fermée. Voilà. Parce que éviter la panique. Mais bien sûr. Et qu'est-ce que la Société Générale, pour ne citer qu'elle, est en train de faire en ce moment? Elle vend tout ce qu'elle a. Elle ne se contente pas seulement de vendre ses actifs. Elle vend son immobilier. Elle est en train de vendre ses murs. C'est pas un bon signe, ça. Mais c'est pourquoi? C'est pour essayer de renflouer le navire.
Mais non. Ça fait déjà 10 ans que la Société Générale se porte mal. Ouais, j'ai souvent entendu parler plusieurs fois. Il y a plusieurs choses qui sont revenues dans la presse. Mais bien sûr, il n'y a pas de secret. À l'époque où il y a eu une tentative de revente de la Banque Générale, de la Société Générale. De fusion aussi, oui. La société ou de fusion, ils ont tenté les deux, ils ont échoué chaque fois. Pourquoi? Parce qu'il y avait pourquoi? Parce qu'il y avait trop de manquants, oui. Trop de zones d'ombre. Il y a eu de l'argent détourné. Il y a des fonds qui sont partis en Afrique de l'Ouest et qu'on n'a jamais revus. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais à force de détourner les fonds, à force de vendre des produits financiers hasardeux, à force de vendre des produits toxiques, dit toxiques, parce qu'il y a un taux de crédit qui fait que ça vous empoisonne littéralement la vie. Mais les gens n'ont plus d'argent. Mais ça défait aussi votre réputation. Et c'est ce qui s'est passé pour l'ASG. C'est ce qui s'est passé pour l'ASG. Mais il y en a d'autres. Hein. Mais restons dans le cadre français. Oui. L'ASG est un bel exemple de la faillite d'une banque annoncée. Il n'y a rien à racheter à l'heure qu'il est. Donc comme il n'y a rien à racheter, tout se vend à bas prix. On ne peut pas dire qu'il va y avoir fusion. On ne peut pas dire... Non, on ne parle pas de ça à l'heure qu'il est. On vend pour éponger la dette. On vend pour, comme on dit, effacer l'ardoise. Mais rien d'autre. Sauf qu'il y a encore des privés, des particuliers, qui ont la naïveté d'avoir leur compte ouvert à la Société Générale et à qui on ne dit absolument rien. Je ne peux pas vous demander si vous avez un compte à l'ASG, mais si vous avez un compte, vous partez, vous ne voulez pas rester. Mais ça me paraît évident. Quand vous savez tout ça. Mais c'est évident. C'est évident. C'est une banque pour laquelle il faut. C'est une banque avec laquelle il faut agir, mais je dirais. Chacun fait ce qu'il faut. En souplesse, avec souplesse, avec intelligence. Ne prenez pas, le conseil que je puis vous donner, ne prévenez pas votre banque que vous avez l'intention de partir. Si vous êtes en CDI, si vous êtes en CDI, ou que vous avez un contrat de longue durée, ouvrez un compte en banque ailleurs et transférez les fonds au fur et à mesure, jusqu'au moment où ce qui restera ce qui restera comme virement sur le compte de la SG, ça correspondra à 1 euro symbolique. Et là, à ce moment-là, votre compte sera fermé, sans que la SG ait pu bloquer les fonds. Et là, on parle de la Société Générale, mais en France, toutes les banques sont impactées, donc toutes les banques sont fragilisées. De toute façon, oui. Ça dépend des banques, ouais. Mais oui, puisque de toute façon, les banques sont toutes impactées. Ça fait déjà 18 mois que les banques ont cessé de se prêter de l'argent entre elles. Ça vous rappelle rien? Hein? 2008, on est d'accord, hein? Voilà, on prend la même et on recommence. Mais encore plus fort, encore plus loin, encore plus grand. Puisque comme ils ont cessé de mondialiser l'économie et qu'ils ont ouvert leurs flux financiers à des pays auxquels on ne s'attendait absolument pas, mais c'est l'effet papillon. Domino aussi. Je préfère dire papillon, parce que c'est malheureusement plus destructeur encore. Un papillon qui meurt ici, c'est 10 hectares de forêt amazonienne qui meurent. De l'autre côté de l'Atlantique. Et bien là, c'est le même principe. C'est le même principe. Pour un compte en banque qui se ferme, c'est 10 000 personnes qui ont faim. Voilà où nous en sommes. Et pourquoi? Parce qu'il y a, quoi qu'il arrive, des comptes et des flux financiers qui, envers et contre tout, doivent être maintenus dans la légalité. Ils s'en moquent pourvu que l'argent tombe sur leur compte. Oui, l'argent se fait seconde après seconde, et même par millième de seconde, il y a des enrichissements qui continuent en permanence. C'est évident. Au niveau des comptes, au niveau des inscriptions. Pourvu que les algorithmes soient en faveur de ce que j'appelle percevoir l'argent sommeil, c'est-à-dire soit en faveur des actionnaires, après eux, la fin du monde. Après eux, la fin du monde. Et le pire, c'est que ce sont
les revenus qui sont le moins taxés. Ce sont les revenus qui sont le moins taxés, qui sont le moins imposés. Je paye davantage d'impôts sur le revenu que celui qui vit de ses dividendes. Et qui, à l'heure qu'il est, s'est tellement enrichi qu'il en est rendu à vivre des intérêts de ses intérêts. Il y a très peu de temps, Attal a dit on va taxer les rentiers. Qu'est-ce que tu appelles rentier? Parce que j'ai un livret de développement durable. Alors tu penses que je suis une rentière? Parce que j'ai un livret A, tu penses que je suis un rentier? Parce que j'ai essayé de mettre en place un plan d'épargne logement, alors je suis un rentier? Mais non! Les véritables rentiers sont des nantis. C'est chez eux qu'il faut aller chercher les fonds. C'est vrai, il faut s'accorder sur la notion de rentier comme aussi notion qui est riche. Parce que des fois, ça ne veut plus rien dire. Exact. Mais le rentier à l'origine, c'est le nanti. C'est celui qui vit des intérêts de ce que l'on y verse. Ce sont des nantis. Ce ne sont certes pas les plus nombreux, mais ce sont de loin les mieux lotis. Eh bien, ce sont ceux que l'on protège, et pourtant, ce ne sont pas ceux-là qui vont générer de l'économie, qui vont faire vivre la population. Bien au contraire, à l'heure qu'il est, ce sont ceux qui, en prélat, quoi qu'il arrive, se posent et disposent sur l'ensemble de ceux qui vont se demander si pour le mois prochain, il sera facile de payer et le loyer et la facture d'énergie en même temps. Et on est dans un contexte où mondialement, ce schéma se répète. Alors à partir du moment où vous avez beau passer la frontière, vous avez beau changer de langue, vous avez beau changer de culinaire, vous vous rendez compte que économiquement, socialement et sociétalement parlant, le schéma est quasiment le même. Mais je veux dire, il n'y a plus aucun doute. C'est organisé. Et c'est organisé. Et ça n'est pas qu'ici. C'est pour toutes les populations du monde sur lesquelles il est bon de toucher, de percevoir, quoi qu'il arrive, de l'argent, et ce sur toutes ces formes. Voilà où nous en sommes. Alors, où nous redevenons souverainistes, où nous reprenons la main sur les sujets qui sont les plus importants, c'est-à-dire notre monnaie, nos comptes en banque, notre système social, que nous reconduisons de décade en décade depuis 1946. On en a fait le choix. On aurait très bien pu dire dans les années 70, on arrête. C'est bon, on arrête. On change le système. Mais quand on a vu le bien et la source de protection que c'était pour l'ensemble des compatriotes, mais on a dit on continue. Et il n'y a pas un seul gouvernement à ce moment-là qui ait eu la stupidité de toucher à ce système, de mettre la main dessus, d'empiéter et d'y mettre fin. Jamais. Alors après, les gens disent « Ah oui, vous vous rendez compte, en France, vous avez une sécurité sociale, vous avez des soins, vous avez la couverture médicale universelle. Vous êtes gentils, mesdames et messieurs. Mais au lieu de nous envier, mettez le système en place chez vous. On ne vous a jamais interdit de le faire. Ne nous enviez pas, arrêtez de nous envier. Faites la même chose. Et on pourra vous expliquer en présence d'experts, en présence d'auditeurs, avec des attachés au ministère compétents, comment il est possible de mettre ce système en place. On le connaît sous le bout des doigts. On a commencé en 1946, on ne s'est jamais arrêté jusqu'à présent. Alors quand on vous dit comment ça fonctionne, on sait comment ça fonctionne, pourquoi et comment est-ce qu'on peut le pérenniser, venez nous voir. Et on va vous expliquer comment ça fonctionne et comment il est possible de mettre ça en place chez vous. Non seulement les gens ne font pas, mais ce qui est pire, c'est qu'il y a un petit bonhomme, parce qu'il est vraiment petit, c'est un nabo, mais particulièrement malin dans l'âme. Il y en a un, Nicolas Sarkozy, pour ne pas se le nommer, qui a décrété que la santé ne devait pas avoir seulement un coût, elle devait aussi rapporter, elle devait aussi devenir source de profit. Ce n'est pas notre culture, ça n'est pas notre engagement. Nous avons toujours considéré que la santé a certes un coût, mais qu'elle n'a pas de prix.
il a essayé par tous les moyens de renverser la vapeur en disant la cité ça coûte tant, la santé ça coûte tant. Et voilà, pour que la cité bénéficie d'une santé, voilà combien il va falloir payer. Mais attends mon gars, on t'a pas entendu? Ça fait déjà longtemps qu'on paye, on sait, on budgète. Et de décade en décade, on continue à budgéter. Ben, il a mis les pieds dans le plat, et ceux qui l'ont succédé n'ont jamais cessé d'empiéter jusqu'à littéralement mettre notre système de protection et de santé en danger. Si on est là aujourd'hui, oui, c'est pour ça. Oui. J'entends des chiens qui aboient quand ils voient notre caravane passer. Oui. Ouais, c'est un du RN. Mais qu'est-ce que tu racontes? Justement, c'est parce que le RN est en tout point opposé à ce que nous souhaitons, est en tout point opposé à ce que nous proposons, que nous sommes là. C'est aussi simple que ça. Nous ne sommes pas violents, nous sommes virulents. C'est autre chose. On n'est pas là pour faire peur aux gens, bien au contraire. Mais on est aussi là pour leur dire, réveillez-vous, ouvrez les yeux, allez chercher l'information là où elle se trouve pour avoir une idée exacte de là où nous en sommes. Pourquoi faudrait-il, au plan international, soutenir, parce que c'est le cas, soutenir un régime qui se veut démocratique, mais qui, au nom de leur manière d'être, leur manière de vivre, leur manière de fonctionner, au nom de leur idéologie, ont aujourd'hui atteint la somme absolument astronomique de 34 milliards de dollars de dette. Les Américains, pour ne pas les citer, alors je vous laisse le choix, ou une dette qui touche la fosse des Mariannes, ou une dette qui touche la ionosphère. Vous avez le choix. Le résultat est le même. Ils n'ont plus d'argent. Quoi qu'ils fassent. Et ceux qui les minent, c'est parce qu'ils sont allés se mettre un fil à la patte. Bien avant l'avenue de Sarkozy, bien avant. Ils sont allés se mettre un fil à la patte du jour où ils n'ont plus eu d'autre choix que d'aller emprunter de l'argent à l'extérieur. Les Chinois leur ont dit, vous avez besoin d'argent. On peut toujours s'arranger, ne vous inquiétez pas. Avec nous, il n'y a pas de problème. Il n'y a que des solutions. De combien avez-vous besoin? Le piège s'est refermé à ce moment-là. Ça fait 25 ans. Et 25 ans plus tard, ils sont, quoi qu'il arrive, pris au piège. Pour ne pas trop écorcher leur sensibilité, ou ce qui leur reste de leur sensibilité, de sensibilité, qu'est-ce qu'on dit? Là, les États-Unis, première puissance d'Europe. Vous voyez, le lapsus est intéressant. Les États-Unis, première puissance économique, première puissance militaire du monde. Je vous demande pardon, mais non, c'est du flou artistique. Après, je vous retiendrai pas plus, parce que sinon on va plonger dans le côté obscur, voilà, dans le côté économique obscur de la chose. Mais ça n'est plus vrai. Ceux qui tiennent l'Europe, ce sont les Chinois. Washington inféodé aux Chinois parce que économiquement avec ce fil à la patte, et Washington qui va essayer de se tourner vers ceux qui peuvent encore satisfaire leurs intérêts, les Européens. Très mauvaise idée, très mauvaise idée. Parce que ça occasionne un dégât économique, social et sociétal comme jamais l'humanité n'en a connu. Et nous qui ne sommes que 68 millions de ressortissants contre 1,4 milliard, on ne fait pas le poids. Alors ou on se protège avec la foi qui nous reste, ou on est mort. Et comme Macron invite, ni plus ni moins, son dernier discours nous le dit, qu'il y a une totale dissolution de la France dans le reste de l'Europe, où on fait le nécessaire, dans tous les sens du terme, où on est mort. J'aime mon pays, je suis française de souche,
Il faut remonter jusqu'au XIIIe siècle pour retrouver le nom de famille du côté de ma mère. Donc quand je dis que je suis française, c'est que je suis française. Quant à mon père, j'ai retrouvé les origines du nom de famille de mon père. Bataille des Flandres de Louis XIV. Donc je suis française. Il n'y a rien à faire. Même si je suis ouverte à d'autres cultures, même si je vis aussi avec une double culture, il n'empêche que je suis française. Je ne veux pas voir mon pays mourir, sacrifié sur l'autel d'intérêts supranationaux, d'intérêts qui sont ailleurs, et que mon gouvernement soit, quoi qu'il arrive, aux ordres de Washington. Je ne travaille pas et je ne vis pas pour les Américains. Je travaille, je vis, je cotise et je m'engage socialement et économiquement pour mon pays, pour ma pomme, bien évidemment, et pour mes compatriotes. Le reste du monde, on verra après. Mais 10 millions de pauvres, rien que ça, dans un pays qui se veut riche, rien que ça m'insupporte. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Merci beaucoup. Je vous en prie. Oh, c'est moi qui vous remercie.